Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, il me faisait plaisir de vous présenter la prévalence et les effets des anomalies du col chez la vache laitière. Intéressante cette étude réalisée par Ugarte et Marine et publiée dans le journal Thério-Généalogie très récemment, en 2025. Et pour répondre à la question, ces auteurs ont réalisé toute une série d'examens sur 4188 vaches, examens réalisés au cours du postpartum, puis inséminés. Ces vaches étaient réparties dans 3 troupeaux. Ils ont procédé à un examen vaginal au moyen du système Alpha Vision, qui est un vaginoscope digital qui permet bien sûr d'observer les lésions, mais également de les enregistrer en vue d'analyse ultérieure. Ils ont bien entendu aussi collecté toute une série d'informations relatives au type de vélage, aux complications, aux productions laitières, mais là n'est pas le plus important. Avant toute chose, j'aimerais vous présenter quelques rappels de la morphologie du col utérin chez la vache. Que distinguons-nous sur cette image, sur cette photo de l'extrémité antérieure du vagin? Eh bien, nous distinguons ici, tout d'abord, un repli circulaire du vagin qui fait tout le tour, qui délimite dans le fond du vagin, ce qu'on appelle le fornix du vagin, non seulement sa partie dorsale, mais également sa partie ventrale. Qu'observons-nous maintenant au niveau du col plus spécifiquement, et notamment la partie vaginale du col que voici, cette partie vaginale qui est parcourue, comme vous le distinguez, par des replis longitudinaux, tout autour de ce col. Et au centre de ce col, nous avons effectivement l'ouverture du canal cervical, aussi appelé l'ostium externe de l'utérus. Voilà pour ces données générales. Et sur ces 2 photos, nous distinguons 2 cols qui présentent de manière importante toute une série de replis longitudinaux que voici. Et normalement, ces replis longitudinaux doivent pouvoir être distingués sur à peu près 3 quarts, 75% de la surface de ce col. A contrario, voici une autre vue d'un col où nous ne distinguons que très peu de replis longitudinaux. C'est ce qui fait la différence, une différence morphologique. La signification reste encore à préciser. Avant que d'aller plus loin, je voudrais vous présenter également une coupe plus longitudinale maintenant du col, pour bien effectivement identifier les replis circulaires du col. En voici 4, 1, 2, 3 et 4, et bien entendu ici la partie vaginale, la ride vaginale que voici, que l'on a déjà vu sur les photos précédentes. Car en fait, une des lésions, je dirais, importantes effectivement de ce col, c'est le prolapsus d'un de ces replis circulaires, le prolapsus du dernier repli le plus postérieur au niveau du col. Donc voyons tout d'abord une vue d'un col, je dirais, normal. Ce col normal, la portion vaginale est délimitée ici par les pointillés verts, et le centre, l'ostium dont je vous parlais, est délimité par les pointillés rouges. Donc voici un col qui a un aspect tout à fait normal. Qu'en est-il maintenant si, effectivement, on a un prolapsus? Nous observons directement que l'ostium de l'ouverture du canal cervical est beaucoup plus élargi, et l'on voit au centre le dernier anneau, le dernier repli circulaire du col qui apparaît et qui vient se prolaber autour, au centre de ce col. Donc voilà ce qu'on entend par, effectivement, prolapsus du repli circulaire du col. Et lors de leurs examens, ils ont constaté que pratiquement 53 à 70% des vaches présentaient ce type de prolapsus avant le 50e jour du postpartum. Après le 50e jour du postpartum, la prévalence de ce prolapsus cervical est encore relativement élevée, mais fort comparable néanmoins entre des primipares et des pluripares.
Si l'on s'attarde à des prolapsus beaucoup plus complets, tels que présentés ici dans la figure D et dans la figure E, cette prévalence est nettement moindre, plus que comprise entre 3 et 5%. Donc voilà pour une première, je dirais, lésion, si l'on peut parler de lésion, de ce col chez la vache. Il y a également d'autres types d'anomalies qui caractérisent davantage la partie vaginale du col. En voici une. C'est que cette partie vaginale du col peut prendre un aspect spiralé. Et ils l'ont observé dans 20% des cas. Plus classiquement, le col a donc non pas un aspect spiralé, mais un aspect véritablement bien circulaire. Et cette partie vaginale présente effectivement des replis longitudinaux tels que déjà décrits. Cet aspect circulaire s'observe dans 76% des cas, et dans la majorité de ces 76%, dans 95% des cas pratiquement, on peut observer effectivement des replis longitudinaux. A contrario, la partie vaginale du col peut, dans certains cas, présenter des plis longitudinaux uniquement dans la partie ventrale, telle que ici montrée, ou encore au niveau de sa partie plus spécifiquement dorsale. Enfin, un autre type d'anomalie, c'est que la partie vaginale du col utérin peut prendre un aspect pédonculé, mais ce type de lésion n'apparaît que dans 0,3% des cas. Donc voici pour cette partie vaginale du col et la présence plus ou moins importante effectivement de replis longitudinaux. Ils ont analysé effectivement la présence de ces replis au cours du postpartum et ils ont constaté que le pourcentage de vaches qui présentent ces replis longitudinaux augmente avec le stade du postpartum et devient maximal entre 80 et 83% des cas. Donc il est vraisemblable que les replis longitudinaux témoignent indirectement de l'involution, je dirais, cervicale, qui fait partie intégrante, bien sûr, de ce qu'on appelle l'involution utérine au sens plus large du terme. D'autres anomalies cervico-vaginales ont pu être, je dirais, identifiées, et on va en citer deux. La première, c'est bien sûr la présence de double col, c'est-à-dire deux ouvertures cervicales au niveau du vagin. Sans doute est-ce la conséquence d'une fusion incomplète des conduits de Muller. Et cette lésion, ce double col, a été constatée dans 1,7% des cas. Un autre type d'anomalie, c'est les septa, je dirais, vaginaux. En voici sur chacune des images. On voit donc la présence de cette bande plus ou moins importante, plus ou moins large, qui masque plus ou moins complètement, effectivement, les ouvertures, les ostiomes du col. Enfin, ils ont observé également d'autres lésions possibles, telles que des micro-hémorragies visibles au niveau de la sous-muqueuse vaginale ou au niveau de la sous-muqueuse cervicale. Ils ont constaté la présence également d'un urovagin dans 0,6% des cas. Ils ont relevé également des traces de cicatrisation, conséquence de vélage dystocique vraisemblablement dans 0,9% des cas, et bien entendu l'importance des écoulements vaginaux anormaux. Et l'on voit que cette prévalence des écoulements vaginaux anormaux diminue avec le stade du postpartum, puisqu'on passe de 12% à 9% et même 6% après le 50e jour. Donc voilà pour cet inventaire des principales lésions, je dirais, du col chez la vache laitière. Ils ont essayé de voir effectivement les facteurs qui prédisposaient à l'apparition de ces lésions, et ils ont simplement ici observé qu'un accouchement dystocique ou la naissance d'un veau mort réduisent le pourcentage de vaches qui avaient des replis longitudinaux bien visibles de la partie vaginale du col. Et donc sans doute c'est un effet indirect de ce type d'accouchement
un effet indirect sur la qualité de l'involution cervicale. Aucun facteur analysé, l'âge, le type d'accouchement, les complications, n'a eu réellement d'influence sur la prévalence du prolapsus cervical. Alors, toutes ces lésions décrites débouchent effectivement sur néanmoins une bonne nouvelle, c'est que la majorité de ces lésions n'ont que peu d'influence sur le pourcentage de gestation ou sur le risque de réforme au cours des mois suivant le vélage. Il y a quand même deux exceptions effectivement qu'il faut mentionner, c'est l'urovagin et les écoulements vaginaux anormaux qui témoignent de métrite aiguë ou puerpérale, voire encore d'endométrite. Alors ces lésions décrites ici débouchent effectivement sur une recommandation. Vous ne pouvez pas ne pas recourir à un vaginoscope, qu'il soit digital ou non. Celui qui n'est pas digital est bien sûr beaucoup moins cher, mais je continue à recommander le recours à ce type de vaginoscope pour bien entendu et surtout identifier précocement les urovagins et les écoulements vaginaux anormaux. Voilà, j'espère que cette petite présentation a présenté quelque intérêt pour vous. À bientôt pour d'autres aventures.